Cette deuxième table ronde, on a voulu la consacrer aux effets indésirables ou aux symptômes associés alors au cancer ou au traitement du cancer. Mieux les comprendre pour mieux les accompagner en tant qu'aidant. Il nous a semblé important de se mettre à la place justement de l'aidant qui observe ces effets, ces symptômes associés et qui ne sait peut-être pas toujours comment faire, surtout quand on voit une personne qu'on aime souffrir, avoir des douleurs, on ne sait pas comment se placer, d'où l'intérêt d'avoir nos quatre intervenants pardon, ici. Je vais d'abord passer la parole à Claire Denise, parce que vous êtes patiente experte, Partenaire. partenaire, pardon. Oui, parce qu'avant on disait expert, c'est Ouais. ça. On a dit patient ressource, patient expert, mais vous êtes patiente partenaire et non pas Ouais. partenaire. Je propose qu'on commence par vous. 4 ans, vous avez eu 2 cancers. Vous avez eu 4 ans de traitement, c'était entre 2014 et 2018, et vous avez développé des effets indésirables pendant votre traitement. Racontez-nous. Alors oui, j'ai développé des effets indésirables, mais ils arrivent pas tout de suite. Enfin, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand le cancer arrive dans la vie, vous l'avez dit tout à l'heure, tout arrive tout d'un coup, tout est bousculé. Alors, la personne malade, mais aussi, la famille, le conjoint, les enfants quand on est une jeune femme. Et en fait, on ne sait pas être malade. On est en bonne santé, tout d'un coup, on est malade et on n'a pas on comprend pas. On ne sait pas qui il faut appeler, pour son travail, on ne sait pas ce que c'est qu'un congé maladie longue durée, un congé maladie, ordinaire, on ne comprend pas la différence entre un chirurgien, un oncologue parce qu'on n'a jamais entendu parler de ça. Donc tout arrive en même temps et on découvre tout. On est, novice. Et pour les effets indésirables, je dirais ça aussi, c'est-à-dire qu'on est novice, les seules représentations qu'on a, c'est celles qu'on a dans notre, je dirais, inconscient collectif, autour de la chimio. Parce qu'il y a pas que la chimio dans les traitements, mais c'est ça qui est le plus, représenté, donc avec, je dirais, la fatigue, la nausée et la perte de cheveux. Donc en fait, on arrive avec cette représentation-là et on apprend à être malade et on découvre les effets indésirables avec nos représentations, nos craintes et en effet, donc moi j'ai eu des effets indésirables. Alors moi, c'est mon témoignage personnel, hein, il faut bien, toujours se redire que chaque expérience est propre et que les effets indésirables sont différents pour toutes les personnes et qu'on peut avoir des effets indésirables, très différents sur le même type de molécules. Donc, là, je parle de moi à cet instant Et le ressenti et aussi le de ces effets ressenti indésirables peut exactement. être très Voilà. différent, hein. Donc moi, les effets indésirables ont été, comment dire? Très importants, très intenses, mais je m'y attendais pas du tout. Donc, quand il y avait écrit, diarrhée, alors moi, c'était, voilà, catastrophique. Les nausées, par exemple, si un médicament n'était pas censé, donner la nausée, bon, moi, j'avais la nausée. Les choses qui s'étaient censées arriver au bout de 3 cures, moi, elles arrivaient immédiatement. Donc, tout est arrivé d'un coup, mais il y a tout le reste du cancer à gérer, en effet, quand on est une jeune femme et une jeune maman. Et donc ça a été, très compliqué, Donc ça, et dès que ouais, vous avez commencé vos traitements, c'est ça? ouais, très Ouais. rapidement et donc là, j'aimerais reparler de ce qui s'est passé juste avant avec le terme de coordination. C'est-à-dire qu'en effet, on est perdu. On est perdu, tout est nouveau, on ne sait pas qui appeler et ce qui m'a marqué avec les effets indésirables, c'est qu'en fait, on ne savait pas à qui s'adresser parce que, j'aime bien parler d'un décalage entre entre le médecin et le patient, comme si des fois on parlait pas le même langage. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'aller mal dans la façon dont je vis mon traitement. Pour moi, ça se passe mal. Mais pour le médecin, sur la prise de sang, heu, la numération est bonne, les reins supportent bien, le cœur va bien. Donc pour le médecin, c'est bien. Tout va bien. Les marqueurs sont verts. Le traitement Pour le fonctionne, le patient traitement est toléré, on va dire. voilà, D'un point le de vue traitement, biologique. voilà. Mais pour le patient, ben, voilà, de notre point de vue, c'est très difficile et donc il m'a fallu du temps pour comprendre ce malentendu dans ma relation avec les médecins et de comprendre, en fait, à qui je m'adressais puisque d'un point de vue, de l'oncologie, on gère la technicité de la chimiothérapie et c'est formidable. Mais et on l'a vu dans la table ronde précédente, l'accompagnement autour des effets secondaires, c'est pas le cœur de métier de 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 l'oncologue et j'ai mis du temps à identifier mon médecin traitant dans ce rôle-là. J'avais un médecin traitant et en fait,
voilà, qui allait s'occuper de mes effets indésirables si c'est pas, voilà, donc on savait pas à qui s'adresser. Comme on savait pas à qui s'adresser d'un point de vue professionnel pour les arrêts maladie, comme voilà, tout est nouveau. Vous dites «on», c'est-à-dire Moi vous et et mon votre mari? conjoint, Voilà. voilà, c'est parce que voilà, on savait pas, on se sentait, perdus et donc Et lui, comment il le vivait? Alors, bah, vous il dites il était perdu, mais perdu, est-ce alors qu'il il y avait une essayait de impuissance, vous en avez parlé en introduction, vraiment de voir, voilà, on bascule du jour au lendemain dans une autre dimension, tout s'arrête et tout se met au rythme de la maladie, d'un point de vue logistique à la maison et quand on voit sa femme, très mal et ben, voilà, il était impuissant. Il était triste, impuissant de pas et pouvoir vous aider, voilà. vous soulager? Ce qui reste, très marquant dans nos souvenirs, de famille, c'est, donc nous, on a la chambre à côté de la cuisine, c'est le hasard, c'est comme ça de plain-pied et mon mari, donc on parle des aidants aujourd'hui, mon mari, il a passé, des années, puisque là, on parle de termes d'années, à passer de la cuisine où il y avait les enfants à faire manger et moi qui étais dans la chambre qui pleurait et il passait de l'un à l'autre et il me tenait la bassine et il me tenait le front et on voilà en étant tout jeune et en ayant 3 enfants ados, Mmh. donc et on était tout seul. Donc voilà, la coordination, ça s'est mis en place au fur et à mesure. Le début est le plus dur. C'est Ça s'est d'où mis le en place. décalage dont vous parliez, ce décalage entre, vous, ce que vous Comprendre qui ressentiez. fait quoi dans mon parcours, qui je peux appeler, qui l'infirmière qui parce que moi j'avais un Baxter, donc c'est-à-dire une chimio qu'on ramène à la maison sur 2 jours et c'est l'infirmière à domicile qui relève la chimio et donc sur les jours après où ça se gâtait, qui l'infirmière appelle? Bah oui, donc en entendant Elle vous la répondait pas? elle était perdue elle-même l'infirmière, c'est qu'en Ça, c'était en oui, 2014-2018. donc ça Effectivement, évolue, aujourd'hui, ça bouge. ça a encore Ouais. évolué, même si là, on en était déjà au deuxième plan cancer peut-être. Il y a eu voilà, la coordination, le Ouais. temps que ça entre la théorie et la pratique, Thierry Charpentier, il y a toujours ce décalage. Vous, médecin traitant justement, Oui, mais qu'est-ce que ce témoignage est édifiant parce qu'en fait, on a vu la révolution qui est en train de se mettre en marche et qui est encore loin d'être aboutie aujourd'hui dans ces situations-là où, longtemps, les gens ont vécu en détresse, finalement, d'accompagnement et en effet, ce maître mot de coordination, finalement, émerge maintenant et devient, central dans la réflexion autour du patient, de son aidant, de sa maladie, et de l'ensemble des professionnels qui vont graviter autour. Mais, je m'excuserais presque à la limite s'il fallait d'avoir vécu ça. Moi, j'ai 40 ans d'exercice. On posait tout à l'heure la question, mais où étaient les médecins généralistes? Mais pendant très longtemps, les médecins généralistes n'existaient pas dans le parcours, des cancérologies. On était complètement absents. Alors, peut-être par inculture par rapport à ces pathologies-là, mais on se sentait pas d'ailleurs très longtemps, moi j'étais marqué, des patients qui étaient suivis pour un cancer n'amenaient pas leur dossier de suivi de cancéro en consultation de médecine générale. On les voyait pour des problèmes de santé, même pas liés à leur cancer, mais on les voyait à ces occasions-là. Mais jamais pour le patient, on était reconnu comme un interlocuteur. Et c'est petit à petit, et en particulier nous avec, notre dispositif d'IDEC qu'on a mis en place de coordination à partir finalement du patient parce que le lieu de vie du patient, c'est jamais l'hôpital. Le lieu de vie, c'est sa maison et l'organisation de sa maison et de son entourage. Et c'est là où on a évolué, on a complètement changé notre regard. Et nous, on a cette chance-là d'avoir cet appui-là par notre infirmière de coordination. Mais je comprends tout à fait ce que vous racontez. Et ouais, je ne vais pas m'excuser, mais c'est un petit peu ça d'avoir non, d'autant laissé plus vivre. que Voilà. Claire Denis parle de malentendus et de langage finalement, parce que si je comprends bien, si je reprends vos propos, Claire Denis, et on va en arriver justement au thème de cette table ronde, les effets indésirables, tout le monde savait qu'il y en aurait, Mmh. enfin, autant du côté Oui. soignant que de votre côté, voilà. Mais c'est le degré de la sévérité en fait et votre ressenti qui a été Oui. incompris, c'est ça? Oui, 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 ah oui, tout à fait, Et c'est qui vrai. vous a Oui. peut-être plongé, vous, dans un Mmh. mutisme, Alors pas un mutisme, culpabilité? alors d'abord une culpabilité, c'est-à-dire que j'avais les effets secondaires a priori plus forts ou un peu différents et donc je savais pas à qui, m'adresser et donc je au début on se dit: «Bah, c'est que je suis pas assez forte en fait, je pleure, donc je dois pas être assez forte». Alors quand je pleurais, on me disait: «Ben,
il faut prendre un antidépresseur. Mais je dis: «Mais je vais bien en fait, j'ai mal et je suis malade». Donc là aussi, il y avait des malentendus, et puis, donc au début, il y avait l'impression de pas être assez forte, puis après une culpabilité, enfin oui, une vraie culpabilité. Et je vais vous dire, il y a une phrase qui m'a vraiment aidée à un moment d'un soignant. Donc au fur et à mesure, ça s'est mis en place et moi, par rapport à la douleur, j'ai notamment été prise en charge par l'équipe mobile de soins palliatifs, donc c'est aussi une des attributions par rapport à des souffrances qui sont compliquées. Et un médecin m'a dit: «Ce n'est pas votre faute, si vous avez mal, c'est de notre faute qui n'arrivons pas à vous prendre en charge correctement». Et cette phrase-là d'un personnel soignant, elle a représenté une bascule pour moi et pour mon conjoint. On s'est dit: «Non, en fait, zut, c'est pas ma faute». Et j'en avais marre de me sentir coupable et aussi d'être infantilisée, des fois, parce que quand on est malade, des fois, on est infantilisé. Parce qu'on quand on n'est pas c'est un peu comme à l'école, quand on n'est pas dans le modèle, et ben, des fois, c'est compliqué, mais c'est des choses que j'ai pu, comprendre avec le temps. Et ces éléments de langage, quelqu'un a parlé tout à l'heure a utilisé l'adjectif juste, les mots justes et les explicitations. Et voilà, je crois beaucoup en ça, d'expliciter et de comprendre que des fois, on n'est pas sur le même langage. Il y a aussi du jargon. Enfin, il faut imaginer que nous, quand on tombe dans la maladie, comme je disais tout à l'heure, c'est du jour au lendemain. C'est pas notre métier, en fait. On n'est pas des médicaux. Donc le jargon, le fonctionnement, le parcours, C'est ça c'est qui vous beaucoup. a conduit aujourd'hui, en 2024, à être patiente partenaire, justement? Alors, je ne sais pas si c'est ça qui m'y a conduit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant que j'étais malade, j'avais d'autres amis qui étaient malades en même temps que moi. Et ce qui est sûr, c'est que le lien qu'on avait entre nous était différent du lien que j'avais avec mes amis ou avec mon aidant, qui est mon mari. Quelque chose de différent se passait avec les personnes qui étaient malades. Parce qu'il y a des choses voilà, mmh, qui se jouent dans la relation qui sont différentes quand on sait. Au fur et à mesure, des années, quand j'ai pris un peu de distance avec les derniers traitements, j'ai découvert ce que c'était que le partenariat patient via l'éducation thérapeutique du patient. On aura peut-être l'occasion d'en parler, on n'en a pas parlé Parlez-en, aujourd'hui. vous L'éducation thérapeutique du patient, oui, qui se développe, de plus en plus. C'est des programmes, autour d'une pathologie avec l'intervention de personnels de santé, médicaux, paramédicaux. Par exemple, en diabète, c'est très connu. On va avoir donc, les médecins, les infirmiers, l'activité physique adaptée, le diététicien et le patient partenaire qui connaît cette pathologie. Donc j'ai découvert le partenariat patient, comme ça. Et après, j'ai entendu parler, d'une autre dimension du partenariat patient et j'ai un peu plus poussé. J'ai fait le diplôme universitaire à Sorbonne Université de patient partenaire en cancérologie, référent rétablissement. Donc, en proposant en même temps au service d'oncologie de l'hôpital de Niort s'ils avaient envie d'avoir un patient partenaire, en leur présentant ce que c'était qu'un patient partenaire, parce que c'est nouveau et je pense que pas beaucoup de c'est personnes encore connaissent. très nouveau, Voilà. effectivement, ouais. Et en même temps que j'ai fait la formation sur 1 an, on a construit le projet avec le service d'oncologie. Donc ils ont dit oui. Ils ont dit oui C'est et ça. j'y suis voilà, depuis 4 mois, 2 après-midi, par semaine. Vous nous expliquerez dans Ouais. tout à l'heure, à quoi ça correspond. Je voulais faire réagir Élise Roux, pardon, psychologue en oncologie, justement, au centre hospitalier de Niort. Vous exercez depuis quand, vous, En oncologie, en oncologie? depuis 1 an et demi. Et avant vous, il y avait d'autres psychologues ou Oh depuis oui. quand est-ce qu'il y a des psychologues Mais en depuis oncologie? pas si longtemps, c'est Corinne Pacher, ma collègue, qui doit être en oncologie depuis 30 ans et c'était une création de poste. Donc ça fait une trentaine d'années, pas Une plus. trentaine Ouais, d'années en qu'il y a oncologie. un psychologue. Quand vous entendez le témoignage de Claire Denise, comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement par rapport à ce ressenti, enfin à ce qu'elle a ressenti, notamment pour la gestion des effets secondaires Ben nous, indésirables? on est là pour accueillir cette parole-là, qui n'est pas toujours possible avec d'autres interlocuteurs, ça dépend. Parfois les patients, ils sont perdus, ils ont peur, parfois ils sont terrifiés aussi. Hem, le médecin, il peut y avoir un côté impressionnant. Il y a des enjeux qu'ils vont pas retrouver avec les soins de support ou les psychologues notamment. Et donc nous, on est là pour recueillir cette parole et justement, Claire parlait du langage, du décalage et on peut aussi intervenir, faire une traduction. C'est une réalité, Oui, ce décalage? oui, oui. Mais après, on travaille beaucoup tous ensemble, donc j'espère qu'on en est de moins en moins là
et que quand il y a un décalage, on se sollicite. Enfin, moi, je vais voir mes collègues, que ce soit assistantes sociales, médecins, et on peut toujours en discuter pour essayer de réduire ça et que la personne se sente écoutée, comprise. Et si on a des leviers d'action, qu'on puisse les mettre en place. Dans cette table ronde, on va aussi parler de comprendre les effets indésirables pour que l'aidant puisse aider, la personne, qui l'aide. Hem, c'est pas toujours simple justement, d'en parler avec, le patient. Vous me disiez, Claire Denise, quand on a préparé cette table ronde, que votre mari vous cachait ses Oui. inquiétudes. Oui, mon mari me dit maintenant 4 ans après, la fin des derniers traitements, seulement à quel point il avait été inquiet, à quel point d'un point de vue logistique, c'était compliqué et qu'il avait été, littéralement épuisé. Heu, il a été au bout de ses forces pour pouvoir, tout gérer, les taxis activités, enfin les repas, Parce les qu'il avait un traitements emploi lui en plus, et son partiellement. Ouais, partiellement, oui, oui, d'accord. heureusement, ouais. Bah, Hem déjà partiellement, Oui, ouais. voilà, donc c'est vrai que je sais maintenant que, qu'il ne me l'a pas dit pour, pas m'inquiéter. Il y a des fois où j'ai dû être transférée aux urgences dans la nuit, très calme, sans panique, alors qu'à l'intérieur de lui, ça bouillonnait. Mais il m'a dit, voilà, il me l'a dit après coup, je pouvais pas lâcher. Et une fois bon, il y a des moments où dans le parcours, le cancer, des fois s'aggrave et après bon, c'est pas stable et je lui dis: «Mais toi, tu pleures jamais? Tu as pas peur?» Et il me dit: «Ben, si je pleure, tu vas t'écrouler». Donc voilà. Et là, ce qui est, intéressant, c'est que maintenant j'accompagne aussi des aidants Mmh. et que si la personne, part, bon, je sais pas, au WC, elles vont tout de suite me dire leur inquiétude L'aidant et va elles se me confier à disent dans vous? la foulée: «Je peux pas lui dire, je dois prendre sur moi. Je peux pas lui dire, si moi je lui dis, elle va jamais tenir» et ils sont terrifiés. Et si j'en reviens à la gestion des effets indésirables, puis symptômes associés, puisque c'est Mmh, l'objectif de cette table ronde, est-ce que les indices apportés par les dents peuvent mmh. vous aider, vous, par exemple, les médecins généralistes? Est-ce que, c'est pour justement, mmh, intervenir, et Et ils sont essentiels dans ce repérage et la transmission finalement de c'est le premier élément, si vous voulez, de la coordination autour du patient. L'aidant va nous amener ce quotidien du patient. C'est ce qui me frappe vraiment quand vous parlez de ce sentiment de culpabilité. On disait toutes ces non-dits du patient par rapport à son ressenti, c'est quand même ce qui marque, l'existence. Alors ces non-dits sont liés à plein de choses, sont liés, déjà à une certaine pudeur qu'on a par rapport à un ressenti. Le fait, vous avez dit: «Je me sentais honteuse d'être faible». C'est quand même terrible de dire: «Je suis malade et je suis punie en plus des traitements qu'on me fait subir». Et on a quand même ce sentiment de honte en disant: «Mais c'est que je suis pas à la hauteur, quoi». Comme si, c'était un espèce de challenge, est-ce qu'on doit être à la hauteur, d'une maladie et d'un traitement? C'est pas ça l'histoire, mais c'est le ressenti que vous avez et qui que vous exprimez clairement. Ça, c'est important. Il y a aussi le fait de se dire, heu: «Si je me plains trop, je vais me couper de mon équipe soignante». C'est toujours une crainte qu'on a en disant, voilà, si je suis trop plaintive, ben, ils vont finir par pas m'écouter, ils vont finir par un petit peu s'éloigner un petit peu de moi. C'est toutes ces craintes-là. Alors après, pour l'aidant, c'est vrai que l'aidant, est là parce qu'un patient, en difficulté par rapport à sa maladie, par rapport à ses traitements, il a des difficultés d'expression de ces symptômes. C'est dur de mettre des mots sur de l'inconfort. Dire, quand je dis: j'ai mal», c'est peut-être pas le plus dur, mais il y a des choses qui sont des ressentis qu'on a du mal à exprimer. On a des moments de lâcher prise, on n'est pas bien, on est anxieux, on est déprimé, mais dans ces cas-là, on n'a plus la forme d'exprimer quelque chose et le patient, l'aidant, l'aidant. l'aidant proche, doit avoir cette lecture, d'un langage qui est un langage, corporel, qui est pas un langage exprimé, c'est-à-dire être capable de lire dans la manière dont le patient va exprimer sa douleur, va exprimer son inconfort, va exprimer son anxiété, c'est plein de non-dits
Et c'est ça la lecture du patient, de l'aidant, c'est d'être capable d'avoir cette lecture-là. Mais on lui demande quelque chose qui est hyper compliqué, parce que lui-même doit gérer ses propres angoisses, etc. Parce qu'on sait très bien que si on n'aide pas l'aidant autour de son stress et de son anxiété, il devient anxiogène pour la personne qu'il va aider. Donc c'est un espèce de cercle vicieux qui s'installe et qu'on doit absolument casser, entre autres par les soins de support, par tout ce qu'on peut amener, l'APA, il y a énormément de choses qu'on peut amener. Mais la première chose, je pense que pour un aidant, c'est de faciliter la parole et l'expression de la personne malade. Si, on ne libère pas cette parole-là, et c'est pas toujours simple, c'est compliqué de créer ce lien, de créer ce tissu-là. Ça, c'est une chose importante et puis aussi, le rôle de l'aidant, c'est d'amener le patient à s'affirmer par rapport à l'équipe médicale. C'est-à-dire que le patient, à un moment, n'est pas obligé de tout accepter. Il peut être en rébellion, il peut être en colère après son équipe médicale. Il a le droit de l'exprimer cette colère. Et nous, on est en devoir de l'écouter. Et c'est ça, en fait, je pense que l'aidant a un rôle énorme à jouer cet axe-là. Élise Roux, ça va vous intervenir? Est-ce qu'on peut exprimer sa colère justement? Est-ce que l'aidant peut exprimer sa colère comme le dit, Thierry, Charpentier? Oui, il a pas toujours l'espace, justement Claire le décrit très bien et nous, on est là aussi pour offrir cet espace-là, de libre parole, de libre émotion aussi parce que, ils contiennent beaucoup souvent. Il y a une grosse culpabilité à craquer parce que ce soit trop, à ne pas être à la hauteur et si je passais à côté de quelque chose, je me sens impuissant. Est-ce que je suis un mauvais aidant? Toutes ces choses-là, donc nous, on est là pour offrir cet espace-là, pour que l'indicible puisse à un moment trouver des mots quand même et voilà, que ça puisse être discuté. Il y a aussi la quand il y a des choses qui reviennent beaucoup, la notion de plainte, mais je vais saouler les gens, ils m'écoutent pas, ils m'aident à relativiser, mais c'est pas ce Je dont vais on a passer besoin. pour le pénible de Voilà service ou, et on par le faible comme vous disiez. voilà. On me dit que ça va aller, mais il y a rien qui change. J'ai toujours mal, je souffre toujours et cetera, donc il y a quelque chose qui s'installe et ça crée aussi de l'isolement. Ça quand c'est des symptômes qui reviennent beaucoup, donc nous, on est là pour accueillir tout ça, Est-ce qu'il pour n'y a pas un risque, pardon, pour l'aidant de s'épuiser justement, à vouloir, trouver des solutions, à vouloir bouger, ciel et terre oui. pour soulager, la personne, proche? Mais Et comment est-ce qu'on prévient ce risque d'épuisement? dans le parcours du cancer, il y a beaucoup de facteurs d'épuisement pour les aidants. Ils prennent le choc de l'annonce comme enfin, à une place différente, mais il y a quand même un choc. Donc là, il peut y avoir, des éléments traumatiques, il y a des choses comme ça auxquelles il faut qu'on soit attentif. Il y a tous les bouleversements que ça induit derrière, dans la famille, dans les relations, dans la logistique, même financièrement, même dans la sphère intime, dans plein, plein de choses. Il y a tous les traitements. En fait, le médical va donner la rythmicité de vie de la personne et de ses proches et donc l'aidant, il va aller à un rythme qui n'est pas le sien et ça, c'est un facteur d'épuisement aussi et s'il cale complètement à ce rythme-là, à un moment, ça va craquer et nous, on est là pour être attentifs, pour alerter. Il faut mesurer aussi ce qui est acceptable dans le changement ou pas, parce qu'il y a des enjeux de liens, des enjeux de valeurs, des enjeux émotionnels, d'affectifs, et cetera. Donc c'est tout un équilibre et parfois c'est tout un travail, pour que la personne, elle accepte de l'aide, qu'elle accepte de ne plus y arriver seule et là, il y a des choses qui peuvent, bouger. Concrètement, vous recevez les aidants, sur Oui. rendez-vous ou c'est au moment d'un soin, pour son proche que vous le recevez? Nous alors où les aidants peuvent nous appeler, parce que le Ouais. numéro enfin les soins de support sont donnés, les numéros de téléphone sont donnés dès la consultation d'annonce, ou ils peuvent nous appeler directement, ou c'est le patient qui alerte, ou c'est les équipes soignantes, n'importe où dans le pôle, n'importe qui, Et donc c'est vous qui allez vers dans ce cas? ça dépend. Ça dépend. On peut aller vers Il y a tous les cas et de oui, il y figure, a si tous je les puis cas me de permettre. figure, oui. Tous les cas de figure. Oui. Et vous êtes combien de psychologues? Vous disiez 2 en oncologie? En oncologie, on est 4. 4 psychologues. Ouais et après dans le pôle, on est, 5. Voilà. On parle des soins de support aujourd'hui justement et de l'intérêt de ces soins de support,
pour le patient, mais également pour l'aidant. Parce que c'est vrai qu'un patient qui va mieux, l'aidant va aussi aller mieux. Mmh. Kevin Guyonnet, vous êtes, en charge, de l'APA, enfin l'activité physique adaptée. Vous êtes éducateur, spécialisé, dans le cadre du cancer, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, l'activité physique adaptée, On peut redire ce que c'est effectivement, surtout le terme adapté. oui, alors on peut revenir un petit peu dessus. Donc moi j'interviens exclusivement, en oncologie et en radiothérapie, mais après, j'ai aussi d'autres collègues dans d'autres services, que ce soit là en diabéto, en cardio. Donc j'interviens également à l'hôpital de Niort. Et donc sur le dispositif post-cancer, porté, hospitalier par le CH et post-cancer à ville, donc par la DAC, le dispositif d'appui à la coordination qui a été présenté par le docteur Khalifa. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot activité physique adaptée? Souvent quand on pense, activité physique, on pense tout de suite à sport et le sport parfois ça pour certaines personnes c'est un gros mot. On pense tout de suite à un effort physique intense, Aux et Jeux c'est olympiques. aux Jeux olympiques, voilà, c'est d'actualité et donc non, c'est aussi de d'ôter cette image que l'activité physique adaptée, c'est aussi quelque chose, enfin l'activité physique qu'on fait, tous les jours. Entretenir sa maison, entretenir son jardin, monter les escaliers, voilà, ça part vraiment de tout petit et après effectivement on peut l'emmener, jusqu'au sport. Ça veut dire que l'inverse, c'est d'être sédentaire en fait, c'est de rester dans son Tout à fait. canapé, c'est ça? Tout à fait. Nos missions, c'est vraiment d'améliorer la condition physique, lutter contre la sédentarité. On va être effectivement sur essayer de gagner en autonomie. Il y a aussi tout l'aspect social, où on en a parlé tout à l'heure, avec les soins qui peuvent créer de l'isolement. Le but, c'est en venant faire de l'activité physique, mais, soit en individuel, mais nous, ce qu'on préfère, c'est quand même en petits groupes, pour justement rencontrer des gens, avoir des activités ludiques où, parfois on n'aura pas forcément l'impression de travailler, mais le fait d'envoyer un ballon à quelqu'un, de travailler sur de l'équilibre, on rigole, on sortir vraiment de ce contexte, de soins et passer un moment ensemble et comme Claire l'a dit tout à l'heure, c'est aussi un moment de rencontrer d'autres personnes pour pouvoir, évoquer d'autres sujets, qu'on n'arrive pas forcément à évoquer avec nos médecins ou avec nos aidants à la maison ou notre famille et du coup, beh, voilà de connaître, les personnes d'une autre façon, de pouvoir, poser, des questions un petit peu plus intimes sur comment ça s'est passé, s'il y a un cancer du sein et alors avec toi, quelle brassière? Enfin voilà, d'avoir un cadre un petit peu plus intimiste, plutôt à la fin de la séance, mais justement d'avoir un autre cadre pour pouvoir échanger de tout ça. Thierry Charpentier, ça fait partie des traitements ou en tout cas des soins que le médecin généraliste peut prescrire? Les soins de support, oui. Ouais. L'activité physique adaptée, certainement. D'abord, les développer dans plein de domaines actuellement et on a une très grosse dynamique Nord-de-Sèvres sur ce sujet-là. Même des choses étonnantes. On a du rugby adapté Ouais. dans le cancer du sein. Sur Saumur, il y avait les Dragon Lady qui fait ramer les femmes et qui crée un lien et euh, c'est presque c'est presque rentrer dans une secte et discuter avec ces femmes qui ont fait les Dragon Lady, qu'on a emmené ramener à Venise, c'est fabuleux quoi. Pour elles, c'est l'expérience de leur vie et on est dans un cancer et on est vraiment dans quelque chose. Donc ça veut dire que c'est la porte ouverte à des possibles qu'on se croyait interdits ou fermés. Et le fait de recréer ce lien à partir d'une activité physique adaptée qui est toujours encadrée médicalement, hein, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas les gens. Quand on parle de rugby, il n'y a pas de mêlée et il n'y a pas de ruck, hein, c'est tout C'est au tranquille, toucher, etc. hein, c'est ça? Mais c'est le seul fait, ouais, ça peut être du touch rugby, tranquille, mais c'est surtout le fait d'amener les gens qui n'ont peut-être jamais fait ce type d'activité-là, qui n'ont peut-être même jamais fait de sport, vers quelque chose où elles se remettent en harmonie avec leur corps dans l'activité physique. Donc c'est évident que c'est du bien-être physique et mental, et on voit l'impact que ça a sur le stress, sur même le ressenti de la douleur, les nausées, vomissements vont être gérés différemment, vécus différemment. Et ils échangent en fait avec des gens qui sont aussi dans les mêmes situations qu'eux, avec des pairs, mais pas que. Les dragons sont venus ramer sur le Toué avec les soignants, avec 2 bateaux. C'est tout ça qui est mis en place, qui amène les gens dans un autre univers et dans
autre chose que la maladie et les faire sortir de cette sacro-sainte maladie et traitement, comment dirais-je, je vais pas dire qu'il les pollue, mais qui résume leur vie à un En moment. tout cas, qui les isole, Voilà, qui comme les dit isole Claire Denis. complètement. Et à un moment, le statut, on n'est pas un statut d'homme ou de femme, Ouais. on est un statut de malade. Et c'est ce statut-là qui ressort. Et on se présente presque comme je suis le cancer du sein, quoi. Je suis pas Madame Untel, mère de 3 enfants, etc. Non, je suis le cancer, quoi. C'est pas une identité. Et justement, toutes ces activités-là amènent les gens à sortir de cette espèce de quotidien qui est vraiment délétère et leur donne. Alors je dis, c'est pas, leur donne pas la lumière, hein, mais d'aller beaucoup mieux, d'être beaucoup moins bien, disons moins bien, parce que voilà, et les amener peut-être vers d'autres possibles. Je ne sais pas si Claire Denise, on vous avait proposé ces soins de support pour Alors, gérer justement j'ai ces fait effets. des soins de support, moi-même, je dirais, mais Comment ça, bah, vous-même? j'ai moi-même, je veux dire, pas par le biais de ça se développe, moi, ça un petit peu voilà, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé, donc moi, j'ai fait du sport que je trouvais adapté, mais je connaissais pas le terme de sport adapté, donc j'ai fait du sport que je trouvais adapté à la post-chirurgie, adapté à la chimio. J'ai été voir, une hypnothérapeute, enfin l'équipe mobile de soins palliatifs m'a orientée vers une hypnothérapeute pour mieux supporter la chimio. D'ailleurs ça a fonctionné, voilà, j'ai été accompagnée par une acupunctrice, voilà et j'ai revu un peu mon alimentation. Donc voilà, mais cette, dimension collective, elle est vraiment en train de se développer, c'est très dynamique dans les Deux-Sèvres. Donc j'en ai pas bénéficié et maintenant on voit énormément, voilà, d'initiatives et c'est Alors, faut-il encore que le patient, même avec l'aide de l'aidant, accepte? Parce que vous, Kevin Gouillonnet, vous me disiez que l'un des principaux problèmes, c'est que beaucoup de prescriptions de médecins pour l'APA, pour l'activité physique adaptée, restent sans suite. Oui, tout à Pourquoi? fait. Bah, en fait, déjà, c'est un constat qu'on a fait, il y a quelques années, mais qui est encore réel aujourd'hui. À titre, un peu d'anecdote, c'est aussi comme ça que, j'ai rencontré le docteur Khalifa la 1re fois il y a quelques années où elle se présente à moi, on ne se connaissait pas et elle voulait faire un point sur les prescriptions qu'elle m'avait fait tout au cours de l'année, une dizaine, une quinzaine et moi je l'ai regardé et je fais: «Je suis désolé, j'ai jamais entendu parler de vous». En fait, aucun de ces patients n'avait fait la démarche pour venir me contacter, alors qu'ils avaient eu une prescription, ils avaient mon numéro de téléphone, et cetera. Et du coup, ça nous a poussé à revoir un petit peu, nos protocoles parce que, à quel moment est-ce qu'on va donner cette info? On a vu tout à l'heure que le parcours est long, compliqué, qu'il y a beaucoup d'informations. Effectivement, si, on nous parle de l'activité physique adaptée au moment de l'annonce, eh ben, non, ça va pas être l'aspect principal qu'on va retenir et on va passer à côté. Donc bien que l'APA peut être prescrit à tout moment du parcours, eh ben, il y a des moments où, en tout cas, on va être plus réceptif à cette information et c'est aussi pour ça que le dispositif post-cancer, je pense a vu le jour. C'est que, peut-être, les personnes sont parfois un petit peu plus réceptives en mode, voilà, j'ai fait mon parcours, la chimio, la radiothérapie ou autre, et commence à être derrière moi et maintenant je peux, me donner à un autre moment, sortir un petit peu de ce parcours hospitalier. Mais en Donc même temps, je me crains un peu peut-être pour intégrer voilà, mais en même un temps, je club je je sais pas par sportif. où, commencer donc l'intérêt, nous, voilà, c'est d'avoir pu développer un bilan d'activité physique adaptée, donc que ça soit physique et aussi motivationnel, pour voir un petit peu la personne où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est sédentaire? Est-ce que on a justement une appétence pour l'activité physique? Peut-être qu'on faisait des choses avant, qu'on allait dans une salle avec des collègues, mais on ne se sent pas de reprendre tout de suite. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Avec qui? Comment? Voilà, et ça sera un équilibre de ce que j'ai envie de faire, ce que je peux faire, ce qu'on me conseille de faire et le temps aussi que j'ai alloué pour cette activité. Alors, on parle de l'activité physique adaptée, mais pour s'épanouir aussi, il y a, il y a l'art, il y a la musique, il y a Tout à beaucoup de fait. choses, hein. Il y a le dessin, il y a le théâtre, pourquoi pas, qui peut mélanger aussi le sport et, et l'art. Est-ce que si votre mari, Claire Denise, vous avez dit, vous avez parlé de ça, est-ce que vous l'auriez entendu? Et derrière cette question, c'est quelle est la place de l'aidant justement pour amener vers, pour être en soutien de ces soins de support? alors en soutien,
indéniablement, je réutilise le terme logistique. C'est-à-dire que quand on est, vous disiez le rythme, et tu l'as dit, le nouveau rythme de la famille suit les rendez-vous médicaux. Donc, comment on va mettre au milieu de tout ce qu'il y avait déjà avant, qui était ultra chargé, accessoirement un petit cancer, comment on rajoute du temps pour ça? Donc, là où il est en soutien, c'est que logistiquement, il permettait que je puisse aller, je sais pas, au yoga, ou que les enfants puissent être occupés pendant que si quelqu'un venait faire un soin à la maison. Donc ça, c'est de la logistique, mais c'est réel. Et encore, on a eu la chance de pas se poser la question financière, mais faudrait qu'on puisse aborder la question. Mais son soutien, il était logistique et dans l'encouragement. Parce que des fois, on n'a plus envie. Voilà, on est Oui, épuisé, bien juste sûr. aller marcher. Donc là, oui, c'est le coach, il devient le coach, quoi, l'aidant. On peut Ouais. dire ça, Elise, ou il devient le coach à ce moment-là? Il permet de se souvenir de ce qui a du sens, de pourquoi on subit tous, pourquoi les gens subissent tout ça. La famille, le lien, pourquoi ça vaut le coup, ça peut valoir le coup de tenir. Et ça, les proches aidants ont un grand rôle là-dedans. Si je reprends le thème de la table ronde, c'est comprendre les effets indésirables, alors que ce soit la chirurgie ou du traitement, pour aider à mieux les prendre en charge. Ça veut dire que vous, médecin traitant, ou vous, psychologue, vous devez en parler aussi à l'aidant de ce risque d'effets indésirables, de ces symptômes associés, que ça peut être comme ça. Et puis, oui, allez-y, Thierry Charpentier. C'est vraiment essentiel. Je pense que, c'est l'inconnu qui fait peur. Si vous explicitez avec des mots simples, je dis bien des mots simples, aux patients comme à l'aidant, ce que va entraîner le traitement, ce que va entraîner la maladie, ce que va entraîner le traitement, les effets indésirables, ils seront pas moindres les effets indésirables, mais le fait de savoir, de connaître et que l'aidant comme le patient connaissent ces effets-là, on fait déjà baisser un petit peu la pression. On Alors se dit que c'est évidemment, anxiogène de le savoir, mais en fait, voilà, non, c'est oui, plus non, anxiogène non, de ne non, pas savoir. ce qui est anxiogène, c'est de pas savoir et Ouais, c'est dire: ça. «Ça, ce que j'ai, est-ce que c'est ma maladie? Est-ce que c'est mon traitement? Qui est responsable de quoi?» Le fait de l'avoir expliqué au patient et à l'aidant, parce que c'est le binôme qu'il faut, finalement éduquer à ce niveau-là, c'est essentiel dans la manière dont vous allez vivre, ces effets indésirables. Alors pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur, le fait de la discordance entre les prescriptions et la réalité, mais on a connu la même chose dans le dispositif qu'on a mis en place avec l'IDEC. On offrait à chaque patient aidant la possibilité de 5 consultations de psychologue Avec Élodie Gérard, avec Élodie c'est ça? Girard. On les a pratiquement jamais utilisées. On les a proposées, on donnait les informations et les numéros de téléphone pour. Elles étaient prises en charge intégralement, ça ne coûtait rien aux patients. Et on voyait des patients pas bien, on voyait des aidants pas bien, on leur proposait cette ressource-là, ils n'y allaient pas. Je discutais avec la plateforme de répit, je suis très étonné que cette plateforme de répit, on ne la sollicite pas plus, alors qu'il y a des moments, on aurait besoin de cette plateforme de répit dans des cancers en particulier évolués. Pas sollicité à la hauteur qu'on attendrait. Donc ça veut dire qu'il y a dans la psychologie de ce couple aidant-patient, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas encore à bien percevoir, à bien comprendre. Et c'est ce que tu expliques très bien dans l'intimité de votre relation. Et ben finalement, c'est pas si simple, même d'exprimer une souffrance psychique et une déstabilisation. Et quand on reparle du post-cancer, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est le nombre de familles et de couples qui explosent au moment du post-cancer. Parce que à ce moment-là, on dit: «Ma petite dame, vous êtes guérie». Oui, mais vous êtes guérie de parcours du combattant que vous avez vécu pendant 4 ans, que toute la famille a vécu et d'un seul coup, on se retrouve seul avec une espèce de néant, de vide et c'est là où justement on doit être hyper vigilant et on doit mettre en place, tout un tas de ressources, pour permettre à ces familles qui ont été, disloquées, qui ont été, agressées, arriver à reconstruire un modèle familial ou un modèle, pour vous, patient, qui leur permette de continuer et enfin de reprendre une vie qui ne sera jamais pareille. Parce que je pense pas, je ne sais pas, mais vous le direz mieux que moi, la vie sera jamais pareille avant et après. Mais par contre, il y aura une autre vie.
Une épreuve transforme effectivement, la vie. Vous dites familiale, professionnelle aussi, Claire Denise? Bah oui, professionnelle. Je ne fais plus mon métier d'origine, j'ai bon gardé des séquelles, j'ai été traitée longtemps, hein, c'est quand même pas, c'est pas la majorité des cas, mais en effet, j'ai pas pu garder mon travail et voilà. Moi, j'ai un handicap, cognitif, donc avec des difficultés de concentration, une grande fatigabilité. J'ai une reconnaissance de handicap, mais c'est un handicap invisible. Mais c'est bien dans le post-cancer, en effet, et c'est des choses dont Mmh. on parle pas. On Alors pourra en que je vais parler bien. plus. Il faudra organiser une table ronde spécifique à ce post-cancer et Mmh, notamment à la reconnaissance, une meilleure reconnaissance. Comment arriver à une meilleure reconnaissance, en tout cas, de ces séquelles du mmh. cancer? Élise Roux, vous acquiesciez tout à l'heure ce que disait Thierry Charpentier par rapport à ce post-cancer, justement. Est-ce que là, les soins de support doivent continuer et justement peuvent aider à passer cette étape de post-cancer qui est plutôt une étape heureuse, mais qui finalement, on voit, peut avoir des conséquences un peu dramatiques parfois? Bah, on a cette idée que c'est automatiquement une étape heureuse et quand les gens arrivent dans ces étapes, ils se rendent compte que c'est pas facile du tout et l'effondrement, il peut arriver après, voire bien après. On a des gens qui nous recontactent, nous les psychologues, parfois 1 an après, en disant: «Mais ça va vraiment pas. Pourtant, j'ai plus de traitement, les analyses sont bonnes, je suis à la maison, je vais reprendre le travail et cetera, mais ça va vraiment pas» et il y a aussi, quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est que la maladie devient identitaire Oui. pendant un certain temps. Et quand on va plus à l'hôpital, quand il y a plus les traitements, qui je suis, c'est une vraie, vraie grosse question. Et qu'est-ce qui se passe après? Comment je vais vivre? Ça remet en question tout, la vie familiale, la vie personnelle, professionnelle. Les gens identifient bien mieux les facteurs qui ont été fragilisants auparavant. Donc, il y a des choses qu'ils ne veulent plus, mais comment aménager sa vie en fonction de ce qu'on a découvert, et cetera, et cetera. Donc, il y a des phases d'effondrement très fortes après les traitements. D'où Alors le pour les patients comme pour les dents, hein, c'est Oui, ça? oui, Pour les dents, quand c'est une issue aussi plus, difficile, c'est aussi très dur de oui, revenir dans la vie normale, on va dire, en tout cas, sans la maladie. vous Si voulez l'issue plus si le patient, décède, oui, les dents restent seules, il doit lui aussi continuer oui, à vivre. oui et on Là est aussi, aussi c'est là oui, difficile. on a cette possibilité-là à Niort, c'est de faire des accompagnements au deuil. Donc on peut accompagner les gens jusqu'à la fin de vie, dès l'instant où il y a un diagnostic de cancer, jusqu'à la fin de vie. Et après, on fait des accompagnements au deuil pour tous les proches, enfin si besoin. Mmh. Donc ça, c'est très Et ça, important. c'est un soin de support. On peut dire que c'est un Oui, soin de support, oui, oui, ça fait partie de nos fonctions aussi. adapté là aux aidants. Ouais et il y a une continuité parce que parfois on a connu les gens décédés et donc il y a une continuité dans l'accompagnement, ça peut être rassurant. Ils savent, Mmh. voilà, comme on est dans le service, on sait un peu le parcours, par où ils sont passés, voilà et donc il y a un lien qui se fait comme ça aussi. Et une confiance, Oui, entre vous. ouais. Thierry Charpentier, vous vouliez intervenir? Il y a, il y a- il y a une chose importante aussi, c'est que tant que vous êtes en traitement, euh, il y a une bienveillance. Vous êtes prise en charge, on accepte des plaintes, on accepte des expressions. Lorsqu'on vous dit que vous êtes guéri, ça pour l'entourage, dit maintenant, bah, c'est fini, t'as plus à nous bassiner avec ton histoire. Maintenant, tu es, déjà survivante, estime-toi presque heureuse, et finalement, t'as pas à nous bassiner avec ça. Et d'un seul coup, on voit cette bienveillance qui était la norme jusqu'alors basculer dans quelque chose de beaucoup plus complexe dans notre relationnel et même au sein des couples. Et même au sein des couples. Et c'est là que vraiment cette phase de post-cancer, on a complètement changé parce que le post-cancer, c'est une notion qui est relativement récente. Hein. Mmh. Pendant très longtemps, on s'y intéressait pas. Et maintenant, on l'a remis au cœur de l'histoire parce que, en fait, quand vous battez contre un cancer, vous avez un ennemi et vous connaissez votre ennemi. Mais quand l'ennemi n'est pas là, c'est pas pour autant que la bataille est terminée. Et c'est là où il y a besoin d'un accompagnement. Je dis pas plus fort, mais certainement différent et de toute manière essentiel pour se reconstruire. Et cette reconnaissance-là, elle est indispensable d'accepter qu'un patient, après un cancer, du jour au lendemain, ne devienne pas quelqu'un de radieux et qui reprend l'histoire comme si tout était oublié. Après, Voilà. toute bataille, il faut reconstruire. On le voit malheureusement,
à travers l'actualité. Claire Denise, vous vouliez Ouais, intervenir, ensuite je parce que passe la parole à une Kevin phrase clé Guyonnet. qui m'a marquée dans la formation, c'est, enfin d'une des chercheuses, c'est pas parce qu'on est guéri qu'on est rétabli. Donc le terme de rétablissement, il arrive et en effet, c'est pas parce que techniquement on est guéri ou qu'on est en rémission que tout d'un coup, tout va bien. Donc le terme de rétablissement, il arrive et il est, voilà, c'est un nouveau champ qu'il ne faut pas en effet, enfin qui est important. L'activité physique adaptée, Kevin Gouillonnet, justement, vous les suivez jusqu'à quand les patients? Est-ce que les aidants peuvent, est-ce qu'il y a des ateliers d'APA pour les deux en même temps, qui justement permet de partager quelque chose autre que la maladie? Alors ça dépend un petit peu des dispositifs. Si je devais d'abord, parler du dispositif post-cancer, malheureusement, il n'y a pas, pour l'instant quelque chose sur la durée. Alors, il est tout récent, hein, ce Oui, tout dispositif, à c'est fait, il ça? a 2 ans à peu près, où donc il peut y avoir donc une prescription sur, donc de la psycho, de la diète et de l'APA. Là où, pour la diète et la psycho, peut y avoir des consultations de suivi, c'est pas encore le cas pour l'activité physique adaptée. C'est juste un bilan. Donc en fait, déjà, c'est la première difficulté. Ça veut dire que lors de ce bilan qui peut durer, 1 heure ou un petit peu plus, il faut qu'on arrive à construire ou en tout cas, moi ce que j'appelle plutôt co-construire un projet sur la durée et donc nous, on n'a pas ce temps-là encore pour les revoir. Est-ce que, alors, Pourquoi vous n'avez pas ce temps-là? parce que c'est, dans les financements, en tout cas les crédits qui ont été alloués, pour l'instant, c'est pas compris dedans. Donc ça, c'est la première difficulté. Après, ça ne nous empêche pas que, parce que j'interviens sur l'hôpital de Niort, de pouvoir revoir les personnes, et cetera. Mais à proprement parler, juste si j'étais que sur le dispositif post-cancer, en tout cas, je n'aurais pas un moyen de les suivre sur une durée assez longue. Ça, c'est la première chose. Par contre, après, le but, une fois que ce bilan est établi, c'est de les rediriger, en tout cas de les amener vers une activité qui leur correspond, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, que ça soit une activité en autonomie, parce que la personne a déjà des acquis en termes d'activité physique adaptée, elle a peut-être du matériel chez elle, qu'on l'a sensibilisée, qu'elle n'a pas envie ou elle n'a pas le temps d'aller sur des groupes d'activité physique adaptée autres. Et dans ce cas-là, on va partir sur quelque chose d'autonome. Par contre, Quand vous après, dites autonome, c'est c'est quoi? en autonomie, elle va, Chez soi ou comme ce que Claire a dit tout à l'heure, hein, c'est voilà, je vais marcher 1 heure ou une ouais, demi-heure, d'accord. voilà. Peut-être que j'ai un vélo d'appartement, peut-être que j'ai un tapis de marche, voilà, parce que la personne, elle a envie, soit parce qu'elle n'a pas envie d'aller vers ce protocole-là en se disant non, non, j'ai fini mes soins, j'ai envie de tourner Parce la que ça page se passe à rapidement. l'hôpital en plus, c'est Alors ça? pas forcément Non, pas justement, forcément. D'accord. je vais justement expliquer les autres dispositifs qui existent, mais du coup de vraiment vouloir couper et tourner rapidement cette page-là. Parfois ça peut marcher, parfois on les revoit peut-être 6 mois après en se disant ouais, parce qu'on les a vus à un moment, les soins venaient peut-être tout juste d'être finis et comme on l'a dit tout à l'heure, on voit qu'il y a des choses qui apparaissent après en se disant bah oui, c'est peut-être pas autant fini que je pensais. Mais donc voilà et nous, grâce avec le centre hospitalier, il y a ce qu'on appelle un dispositif passerelle. Donc le dispositif passerelle, c'est le fait de pouvoir accompagner des personnes sur une durée de 3 mois qui peut éventuellement être renouvelée à raison de 1 à 2 fois par semaine. Et donc là, c'est justement ce dispositif, c'est plutôt pour des personnes qui sont très éloignées de l'activité, ou alors qui ont eu des problèmes, des antécédents ou des problèmes assez importants et qui sont pas encore aptes à aller dans une discipline comme par exemple, on parlait tout à l'heure du rugby santé ou d'aller dans un établissement APA. Donc là, on va les accompagner donc sur vraiment des petits groupes. Moi, c'est pas pour avoir 20 personnes et qu'on emmène les 20. Non, non, c'est 5, 6, 7, 8 max parce que on veut vraiment être adapté, c'est adapté à son état de santé, mais c'est aussi adapté à ses besoins, à son état du jour, parce que d'une semaine à l'autre, la personne, son état de santé ou sa fatigue va être complètement différente. Donc, ce qu'il faut, c'est adapter l'intensité ou la charge de travail qu'on va lui donner à ce moment-là. Et après, le but, c'est qu'au bout de ces 3 mois, on essaie
que la personne aille vers une structure adaptée ou alors une structure sportive classique qui sont, par exemple, là, sur les stands, il y a, tout à l'heure, on a la maison Sport Santé, on a vu Ciel Bleu, etc. Donc, voilà, qui puissent, s'ils veulent continuer de l'activité physique adaptée, les rediriger vers ces structures-là. Vous avez raison de parler des stands parce que c'est vrai que à l'accueil, il y a tous ces stands et n'hésitez pas à aller les voir après à 17h15 quand on aura terminé cette conférence. Niveau d'un point de vue financier, c'est payant ce que vous proposez Alors, et moi, comment- non, c'est complètement, tout est financé déjà, mon poste est financé, donc tout est gratuit. Et Pour vous les intervenez à l'hôpital. alors, à Alors pas que. Pas que, ouais, c'est ça. En fait, on est sur ce qu'on appelle un dispositif hors les murs. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le parcours est déjà assez lourd et quand on vient de finir le traitement, se dire, je vais revenir 1 à 2 fois sur l'hôpital pour faire de l'activité physique, eh ben, déjà, il y a 2 choses qui peuvent bloquer. C'est peut-être que certaines personnes déjà peuvent pas forcément se déplacer. Alors oui, tout le monde n'habite pas à Niort C'est ou ça, à Félabès, c'est ça. effectivement. Et en plus, le fait de revenir sur l'hôpital peut être, pour certaines personnes, assez anxiogène. Mm. Donc vraiment, le but, c'est d'essayer de développer donc des activités dans des salles sur le Niortais, Parthenay, enfin voilà, Sur le territoire. sur les territoires, d'essayer d'avoir un maillage pour justement avoir une pratique qu'on pourrait se dire presque classique. C'est à l'activité physique d'adapter d'aller vers les gens Tout à aussi, fait. plutôt Ouais, que d'eux d'aller devenir vers elles. c'est En ça. tout cas, c'est plus simple, effectivement. C'est ça. En tout cas, les personnes sont souvent plus réceptives en se disant, en fait, elles sont avec d'autres personnes qui ont un cancer, parfois même d'autres pathologies. Et finalement, si on n'en parle pas entre nous, enfin, si elles n'en parlent pas entre elles, elles ne savent pas forcément que les autres ont une pathologie. Donc, le but, voilà, c'est vraiment d'essayer de sortir un petit peu de ce cadre-là pour je fais quelque chose pour moi, pour ma santé, parce que j'en ai envie, parce que ça me fait du bien. Et voilà, on sort un petit peu de ce cadre hospitalier qui est. Donc, par contre, pas de séance aidant. Non, Pas parce que, encore. pas encore. Alors, Est-ce que ça serait envisageable? c'est compliqué puisque pour avoir accès à l'activité physique adaptée, il faut une prescription. Donc, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait une prescription pour un couple. Mais voilà, donc non, même si je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Thierry Charpentier, vous pouvez pas nous prescrire Moi, je peux tout faire, hein, c'est pas le problème, hein. Après, La prise en charge. ouais, non, voilà, c'est les prises en charge derrière. Moi, par contre, j'ai l'impression d'être un peu plus intelligent aujourd'hui par ce que tu as dit, en disant qu'on vous fait des propositions et puis finalement on est étonné qu'elles aboutissent pas et tu expliques très bien le quotidien de ce que c'est, la charge que c'est et dire, «Mais c'est gentil ce que vous me dites, mais je le fais quand? Je le mets quand?» comme ça et là vraiment j'ai compris des choses que j'avais pas du tout, actées jusqu'ici et ouais, c'est quand même intéressant de discuter avec les patients quand même quelque part. Les On est en patients train de partenaires en ouais, plus. Donc, ouais, mais même finalement de discuter même avec des choses sur lesquelles on s'apposite on nous, on va pas trop, dans un champ dans lequel on va pas. C'est le quotidien réel d'un patient. C'est quoi ma vie au quotidien, de mon lever à mon coucher et comment je remplis ma journée quand vous avez un cancer, quand vous avez des enfants, quand vous avez toutes ces charges-là avec les traitements, les rendez-vous et cetera et nous, on est là bien, vraiment avec la meilleure bonne volonté en disant: «Mais ce serait bien que vous fassiez ça. Vous iriez là, vous verriez, ce serait super et tout». Et puis là, d'un seul coup, mais je me dis: «J'ai jamais, je connais pas la vie, intime», alors quand je dis intime, relative, mais de mes patients dans ce vécu, quotidien de leur vie et finalement, je comprends que nos prescriptions, n'arrivent pas forcément. Mmh. Merci au moins. Oui, Claire, Denise, non, moi, j'ai envie de rajouter, c'est que Ouais. même sans être malade, parfois on dit ce serait bien que tu fasses du sport. J'ai pas le temps. Ça, c'est parfois une mauvaise excuse, effectivement. En tout cas, je vous passe la parole à Claire Oui, Denise. Après, on demandera à Élise Roux justement ce qu'elle en pense de cette place. Enfin, est-ce que vraiment il n'y a pas de place ou est-ce qu'on peut toujours trouver des solutions? Claire oui, je voulais Denise. juste revenir sur la place nouvelle du partenariat patient. Donc, en effet, l'idée, c'est de donner un petit peu les coulisses. Moi, je découvre les coulisses maintenant du soin, mais vous connaissez pas les coulisses de notre vie. Donc, en effet, ça s'improvise pas. Il faut une formation, mais je trouve qu'en effet, c'est intéressant que cette dimension-là se développe. Élise Roux, oui, quand on dit, enfin, je sais même pas si vous l'avez exprimé, ça, si on vous l'a proposé et que vous avez dit
quand est-ce que je place, moi, cette activité physique ou ce soin de support? Alors il y avait, Vous l'avez exprimé si, réellement si, ou pas? il y a des temps différents dans le cancer et il y a des moments en effet où c'est trop et on a juste envie de souffler, dans les rares moments où on souffle et en effet ça peut être trop, c'est-à-dire que le voisin va dire: «Mais moi je connais ça», le médecin va proposer ça et des fois ça fait trop et on veut juste qu'on nous laisse tranquille, mais on a des temporalités différentes Ouais. au sein d'un même Mmh. parcours. Tu as parlé de temporalité, ça c'était très, très important qu'en effet au début ça fait trop et en effet je pense que c'est pas le bon moment d'en parler dès le début, et que c'est des questions à creuser. À quel moment on en parle et Parler c'est, régulièrement peut-être aussi? Un rabâchage? à creuser. Non? Élise Roux? Le rabâchage, je suis pas sûre parce que les gens sont saturés Mmh. et pendant le parcours de soins, ils sont très obéissants aussi par rapport au corps médical, au traitement et cetera. Donc il y a un moment, c'est juste la claque et une demande de plus, c'est trop et ce qui est important, c'est toujours de recentrer sur leurs besoins et s'ils n'y vont pas, c'est qu'il y a des raisons et il faut prendre le temps de creuser si on veut les connaître. Mais voilà, il y a souvent des raisons, valables qui peuvent être très variées et moi, je trouve que c'est important de pouvoir écouter ça. Mais quand on sait qu'il peut y avoir un bénéfice, est-ce que, comment vous allez réagir, vous, en tant que psychologue? Vous Ben moi, allez semer quelque chose et puis ça c'est bah, moi, j'ai pas à dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou pas. Donc il peut y avoir des petites graines qui se mmh. sèment, c'est de l'information dans ce cas. On peut donner des cartes, on peut dire ce qui se propose, à quel interlocuteur on peut s'adresser pour que ça puisse se faire. Mais après la personne, elle va à son rythme, à ce niveau-là. Ouais. S'il y a pas pour moi d'urgence, si la personne elle est pas en danger, peu importe la raison, je vais pas pousser plus que ça. C'est des choses qu'on peut si je sens qu'au fur et à mesure des entretiens, il y a quelque chose qui a bougé, je vais le réintroduire, mais tranquille. Oui, c'est pas du rabâchage, c'est Non. redonner l'information au moment opportun. Oui, Thierry oui, oui. Charpentier. Le mot qui va avec rabâchage, c'est culpabilisant. Ça Mmh. crée de la culpabilité, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais dans quelques domaines, hein, quand vous parlez à un tabagique, vous n'allez pas lui rabâcher quelque chose, vous allez semer la graine, vous reviendrez tranquillement, mais le rabâchage, c'est culpabilisant et donc c'est contre-productif. Voilà, donc ça, c'est vraiment un mot qu'il faut mais même dans l'éducation des gamins et tout, le rabâchage, ça n'a jamais rendu un gamin intelligent. Bon, bah, je suis bien content de l'avoir dit parce que comme ça permet de mettre les choses au clair, justement. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions, pour nos invités? Oui. Ah, mais c'est Sandrine Khalifa parce qu'on a parlé beaucoup d'elle pendant cette, table ronde. C'était pour donner une piste par rapport à ta question, d'activité physique adaptée aux aidants. Ce qui nous est déjà arrivé de faire avec Kevin, c'est quand il repère des aidants qui seraient partants pour de l'activité physique, c'est qu'on leur donne le modèle d'ordonnance vierge en leur disant: «Bah, donnez-le à votre médecin traitant et c'est lui qui prescrira». Parce qu'en fait, les médecins traitants peuvent prescrire de l'activité physique adaptée dans le cadre du parcours PEPS et donc c'est le médecin traitant de l'aidant qui connaît bien donc là, l'aidant devient le patient du médecin traitant et il peut avoir de l'activité physique comme ça. Et justement l'activité physique adaptée, enfin, il y a des protocoles en fonction des problèmes ou c'est vous qui allez, ou c'est le médecin qui dit, comme il va prescrire pour le kiné, problème au niveau de l'épaule, enfin, je sais pas comment se passent les prescriptions, mais souvent vous indiquez, quel est le problème et ce que vous voulez. Est-ce que là, dans la prescription médicale, il y Nous, a dans la prescription médicale, on met un cadre, mais de toute manière, c'est toujours une évaluation par l'éducateur? par Mmh. l'éducateur et qui va mettre en place avec le programme. Nous, on va dire des restrictions ou voilà à quel niveau se situe le patient dans la possibilité de faire une activité physique adaptée, mais c'est de toute manière avec l'éducateur que se construit le projet. Oui, tout à fait. Dans l'idéal, dans la prescription, c'est, les limitations fonctionnelles. Après, c'est toujours délicat parce que, les patients qui sont suivis, heu, ils ils ont pas qu'une seule pathologie et c'est vrai quand on va les rencontrer, beh, oui, on va parler, de notre cancer, mais en fait, peut-être que j'ai une prothèse à la hanche, peut-être Ouais. que j'ai, de l'arthrose, peut-être que donc c'est vraiment, c'est un travail, long, minutieux et qui prend du temps et déjà d'apprendre à se connaître et parfois même au bout de 3-4 séances, on fait la grimace un petit peu sur cet exa pourquoi? Et «Ah beh oui, au fait, j'ai, au niveau de la coiffe».
Ah bah, on n'en a pas parlé avant. Donc en fait, c'est aussi pour ça que, adapter petit nombre pour avoir des retours sur chaque élément qu'on fait tout le temps, pour avoir un œil sur tout le monde, pour apprendre à repérer les mimiques du visage, les petites grimaces. Et là, on va pouvoir aller les voir en disant: «Ouais, qu'est-ce qui va pas? Il y a quelque chose». Et parce que souvent c'est un public qui a malheureusement l'habitude d'avoir mal. Et du coup, qu'on leur fasse faire un mouvement, ils vont pas forcément nous dire: «Ça fait mal», parce que pour eux, ils sont à un moment, parfois une étape de leur vie où tout fait mal. Et du coup, c'est, vraiment d'être à l'écoute en disant: «Beh, non, mais si là ça va pas, on va faire autrement». Donc oui, dans l'animation de nos séances, il y a un fil conducteur, il y a des objectifs qu'on a envie d'atteindre, mais comme je le disais tout à l'heure, d'une séance à l'autre, la personne parfois, dès qu'on les voit arriver, on sait que la nuit elle a pas été bonne, qu'elle est pas en forme, qu'elle est venue parce qu'elle s'est fait violence, parce qu'elle a envie de venir. Donc ça déjà c'est la 1re chose qu'on a gagnée, c'est que même quand elle est pas, forcément en Oui. forme, elle a quand même eu, fait l'effort de venir. Et peut-être qu'aujourd'hui, on fera, une séance, complètement différente des autres, que, parfois on fait des choses en groupe, mais on peut faire des choses de notre côté. Peut-être que là, aujourd'hui, ça sera vraiment sur de la récupération. Voilà, faut vraiment pas que ça soit culpabilisant et qu'elles aient envie de venir. Mais à contrario, parfois, Et de revenir donc. et de revenir surtout. Mais parfois aussi, notre rôle, c'est aussi de savoir dire aux personnes, «Stop», parce que, on leur a parlé de l'activité physique et bah, elles sont inscrites à droite, à gauche, tous les jours, 1 heure, 2 heures. Et c'est aussi notre rôle de dire, beh, oui, c'est important, mais pas trop non plus, parce que ça peut générer de la blessure derrière. Et on sait qu'on a, à ce stade-là, une blessure qui peut nous empêcher de bouger ou de nous limiter, pendant, 2-3 semaines, et on va perdre tous les bénéfices. Donc c'est vraiment une évaluation globale de l'intensité, d'activité qu'on va avoir sur toute la semaine. Donc c'est pour ça que le bilan initial est vraiment important pour connaître la personne, savoir ce qu'elle fait à côté, et cetera. Et puis il faut dire qu'on peut cumuler aussi les soins de support, C'est ça. psychologie, APA ou d'autres ateliers, que proposent, notamment des associations comme la Ligue contre le cancer. Merci à tous les 4. Je ne sais pas s'il y a une dernière réaction, sinon on passe à la dernière. Ah, s'il y a une question ou une réaction de madame en bas. Et ici, Alice, pardon. Ah, il y a 2 réactions. Bonjour, Bonjour. vous avez évoqué tout à l'heure, Claire, l'aspect, enfin, vous vouliez parler de l'aspect financier aussi, qui peut être, Oui. qui peut engendrer du stress parce qu'on peut se retrouver donc sans salaire ou voilà. Et Donc oui. je voulais Oui, la revoir avec vous. double peine, la triple peine, Voilà. la quadruple. Hem, je avec le recul, moi, j'ai réalisé que j'avais eu de la chance dans mon parcours. Donc on a un cancer, mais j'ai eu de la chance parce que financièrement, j'ai pu faire les soins de support, que je voulais. Voilà, j'ai pu prendre des temps de repos à la mer, mais Et pardon, les soins de support, des soins de support ils type sont pris en acupuncture, charge ben oui, mais à ce moment-là, non. à ce Maintenant, il y moment-là, en a, non? oui. Et quand bien même le transport, est-ce qu'il est pris en charge? Non? Non, donc D'accord. voilà. Donc là, il y a la dimension financière. Moi, quand j'accompagne des personnes, quand je les écoute et que je parle des soins de support de la Ligue, des Princesses, tout ça, mais elles me demandent, des personnes me demandent si c'est remboursé. Le taxi est remboursé, donc non. Donc ils vont pas reprendre, la voiture. Et donc il y a des freins là, financiers et logistiques pour l'accès aux soins de support. Indéniablement, paradoxalement, ceux qui ont accès aux soins de support, dans les faits, c'est ceux qui ont déjà un accompagnement à la maison, et ceux qui parfois en auraient le plus besoin, où il y a des j'ai pas les termes, des multi-précarités, vont pas y avoir, accès pour des raisons, financières, même si le dispositif est gratuit. C'est pas parce que le dispositif est gratuit. Et à côté de ça, en effet, comme vous disiez, bah, souvent, au bout d'un moment, en fonction de notre statut et de la convention, on a une perte de salaire. Et donc Dans votre enfin, oui, dans mon effectivement, cas, dans j'en votre ai une, ouais, oui. expérience, c'est le cas, alors ça pourrait être l'objet justement d'une autre table ronde. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. En tout cas, vous pourrez en parler avec Claire Denis, après la table ronde. Madame? Bonjour, donc je m'appelle Lydie, donc j'ai un cancer au poumon. Alors en ce moment, je suis en traitement, mais oral seulement, et à partir du mois d'octobre, ça va être donc la chimio, donc intraveineuse. Je n'ai jamais arrêté le sport. Je fais 45 minutes de sport par jour, du lundi au vendredi. Je me maintiens parce que je veux pas non plus perdre.
Quand on m'a annoncé le cancer, je vous assure que ça fait drôle. C'est comme si qu'il y avait, je sais pas, un immeuble qui s'effondre sur nous. On se dit: «Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'avoir le cancer?» Ça, c'est très, très, très dur. J'ai mis un certain temps à m'en d'ailleurs, je me suis fâchée, enfin, quand l'oncologue me l'a annoncé, je me suis braquée, j'ai dit: «Non, non, non, je veux rien, laissez-moi tranquille». Bon, maintenant, je vis seule, donc je me bats toute seule. J'ai une énorme volonté, je le sais, et donc c'était juste pour apporter ça, c'est que quand on a de la volonté, je pense qu'on peut arriver, pas à vaincre, peut-être pas à vaincre, mais au moins à supporter les douleurs qui nous arrivent, et je fais tout pour. Merci Lydie. Merci beaucoup. Le témoignage montre bien la diversité des histoires. Ce mot volonté, je vous l'accorde volontiers, mais il faut qu'on fasse attention, nous, à ne pas l'employer parce que c'est culpabilisant pour les patients qui, eux, vont se sentir nuls parce qu'ils n'ont pas cette capacité à affronter les épreuves. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de standard finalement. Chaque cancer est une histoire très personnelle et c'est aussi la difficulté pour le monde des soignants de s'adapter à cette diversité d'histoires. Et en effet, on ne peut pas reproduire des schémas. On a quelques règles directives, mais on peut pas reproduire un schéma standard parce qu'il n'y a pas de patient standard, en particulier en cancérologie. Claire, Denise, j'ai envie de dire à Lydie, est-ce que aujourd'hui elle va peut-être plus être seule parce que vous pourrez être là, Oui, vous, en tant que patiente partenaire? oui, on discutera. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir, participé à cette table ronde, d'avoir, apporté, votre expérience, votre expertise, sur ces, gestions des effets indésirables, des symptômes associés, pour les comprendre et pour les prendre en charge quand on est aidant. Merci à tous les 4, on peut les applaudir. Merci beaucoup.